Qu'à l'intervention discrète mais déterminante de la diplomatie algérienne. Ce soir, nous vous invitons à plonger dans les coulisses de cette médiation historique, un exemple frappant du pouvoir de la négociation dans un monde en proie au conflit. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir pour vous Monsieur Boukhalifa Amazit. Vous êtes journaliste et scénariste. Monsieur Boukhalifa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également avec nous M. Kamel Mensari, directeur de publication du journal Le Jeune Indépendant et consultant pour le compte de la télévision algérienne. Kamel, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et également notre ami Mohamed Achir, consultant également de Canal Algérie. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors, si vous me permettez, Mohamed et Kamel, on a la chance d'avoir avec nous Monsieur Amazit. Monsieur Amazit, c'est vraiment, je dis une chance parce que vous étiez à l'époque journaliste et vous aviez suivi cette affaire des otages américains de très près. Pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui ne connaissent pas cette affaire des otages américains, comment vous avez vécu d'abord en tant que jeune journaliste cette aventure qui est humaine avant tout? C'était une... On ne prenait pas conscience de ce qu'était cette affaire des otages. On appelait ça affaire des otages, c'est un titre générique. Oui. Mais ça se passait dans un pays qui venait qui occupait encore le prosénium de toute l'actualité internationale. La guerre du Vietnam est terminée, l'Indochine était en train de penser ses blessures et ses douleurs et oublier ses douleurs. Et il y a quelque chose qui se passe dans le monde musulman, et c'est la révolution iranienne, la révolution, ce qu'on appelait la révolution islamique iranienne, qui a été un événement, c'est-à-dire marquant de la deuxième moitié du XXe siècle, incontestablement. Et donc c'est dans ce pays qui était, bon, qui ronronnait entre les soirées, les anniversaires, Persépolis, etc., de la monarchie pahlavi, et il y a un peuple qui bouillonnait, qui avait raté, disons, son premier mouvement de 1963-64, ce qui correspondait à la Révolution blanche, ensuite la Révolution verte, et l'émergence d'un personnage biblique qui avait toute l'aura, c'était quelqu'un qui était mystérieux, qui ne parlait pas beaucoup. On entendait ses cassettes plus que sa voix. Et il était dans un pays, pourtant, comme la France, il était réfugié en France et il vivait dans un pays de médias, etc. Il n'accordait pas d'interviews. On le voyait à Nofle-le-Château, passant. Comme ça. Pour les Algériens, il rappelait beaucoup M. El-Hajj. Il avait un petit peu, il avait la barbe, il avait ce charisme, le port noble de M. El-Hajj. Et donc, il passionnait les Algériens, les jeunes Algériens aussi. Mais disons que pour la presse, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer Alors, pardon, M. Amazit, c'est ce qui m'intéresse, moi, avant de revenir, puisqu'on reviendra très longuement sur cette affaire. Le journaliste que vous étiez, est-ce que vous preniez conscience, justement, de cette affaire et de la candeur de cette affaire? Vous savez, des confrères pour les citer, je parlais de Zoé Ben Amadi, d'Algérie Actualité, qui était parti avant moi, qui avait fait un travail reportage. Avant, il y avait Halim Mokdad, qui était un brillant reporter. Je crois que c'était le meilleur, et ça reste une des plus belles plumes de la presse algérienne, qui était parti, qui avait également fait un reportage. Donc j'y allais, j'étais le troisième. Il y avait aussi la télévision qui était partie avec Boukardous. Je crois que c'était avec Boukardous, qui avait fait un bon travail aussi, un très bon travail de reporter. Et donc moi j'y allais. Préciser, tu travaillais à l'APS? Non, j'étais à Al-Moujahid à l'époque. Donc, il y avait des amis de l'APS aussi, des confrères de l'APS. Je crois que c'est Doudou qui était parti, Hossein Abdoudou, qui était parti pour l'APS.
Donc, j'arrivais, moi, c'était les élections, je tombais en pleine, les élections législatives, un bouillonnement politique, des nouveaux partis, une nouvelle expérience, quelque chose qui ne s'était jamais passé pratiquement dans la monarchie par la vie. Il y a eu le choc de la prise d'otage. Oui. La prise d'otage, on l'a attribuée au régime parce que le propre, et c'est dommage, je n'ai pas à leur jeter la pierre, je n'ai pas à leur donner de leçons, les médias occidentaux d'une façon générale vous réduisent à un fait, un événement. Or, la prise d'otage est considérée, les Iraniens avaient beau s'égosiller et à expliquer à la presse que c'était vraiment une décision, une prise d'otage des étudiants. Des étudiants. Et que ces étudiants islamiques avaient décidé de cette opération indépendamment du pouvoir iranien. Que c'était... Il y a aussi cette idée, il faut connaître l'Iran. L'Iran est un pays qui est demeuré profondément zoroastrien. À toute chose, il faut son contraire. À tout pouvoir, il faut un contre-pouvoir. À toute couleur, il y a une couleur contraire, et ainsi de suite. Et l'islam n'a fait qu'enrichir cette philosophie ancestrale, qui d'ailleurs, les zoroastriens sont représentés jusqu'à présent au Majlis Shura, comme les Mazdéens, les zoroastriens, les chrétiens, les juifs sont représentés. Donc ce n'est pas... Et quand il disait, quand Khomeini répondait aux journalistes qui allaient le voir et lui parlait des otages américains, il était agacé en leur disant mais allez voir avec les étudiants, pensant que les gens comprenaient cela. Et un jour, il avait envoyé, le Vatican avait envoyé un ambassadeur qui a été pour plaider la cause des otages. Et la réponse de Khomeini a été très sèche. Il lui a dit, dire à Monsieur le Pape que quand c'était les Iraniens qui croupissaient dans les geôles de la Savac, vous n'avez jamais envoyé de personnes pour intercéder en leur faveur ou en faveur de ceux qui étaient pourchassés ou qui étaient réprimés. Donc voilà un petit peu le climat. Le climat. Il y a bien sûr, et on assiste à ce genre de choses, c'est cyclique. Une espèce d'hystérie qui monte comme ça, qui monte, et puis on finit par raconter n'importe quoi. Alors, ce qui fait que lorsque vous alliez d'Alger, nous étions, comme tout le monde, nourris aux médias occidentaux, de l'image surtout, au niveau de l'image, même s'il n'y avait pas autant de paraboles que maintenant. Aujourd'hui. Mais nous étions aussi nourris. Et ce qui est étonnant, c'est quand on découvre la vérité. Quand on découvre la réalité d'abord que vit le peuple iranien lui-même, qu'a vécu le peuple iranien, l'impact de la présence américaine. Vous savez, vous baladez dans des avenues, l'avenue du Washington, l'avenue Jefferson, l'avenue du Congrès, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'était une occupation tout à fait normale, etc. Et on comprend une civilisation de 5000 ans qui est réduite à des comportements de western. D'où l'importance de missions de journalistes comme vous qui se rendaient justement à Téhéran à l'époque. Kamal, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette affaire sur le plan médiatique ? Parce que c'est une affaire qui a marqué, certes, l'histoire de la diplomatie algérienne, mais pas que. Tout à fait. Oui. C'est moi, je rebondir ce qu'a dit Abou Khalfa, c'est surtout sur la question de l'américanisation du pays. Il faut rappeler que les États-Unis, que le Shah a été l'un des alliés les plus redoutables et les plus farouches des États-Unis et d'Israël. Donc lorsque la révolution est venue, elle a bouleversé tout l'équilibre qui se trouvait dans la région. Donc
un pays aussi important sur le plan pétrolier économique qui soutenait Israël et les États-Unis, c'était la révolution. C'était une catastrophe pour l'administration américaine qui a pourtant, en 1953, fait tomber Mossadegh lorsqu'il y a eu la tentative de nationalisation des entreprises du bien, c'est-à-dire du pétrole, tout ce qui est les hydrocarbures iraniens. Khomeini, dans cette atmosphère, se trouvait, il était déjà militant, donc que ce soit à Qom ou que ce soit avant d'être expulsé du pays en 1965, il avait déjà endossé la question palestinienne. Et pour revenir aux détails, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans ces négociations-là, c'est vrai que le pape a été rejeté. Le seul, Kurt Waldheim, a essayé de rapporter une solution. Muammar Kadhafi a essayé avant que l'Algérie n'intervienne. Le seul qui a pu ramener quelque chose aux Américains était Yasser Arafat, qui a libéré 13 personnes, 13 diplomates qui étaient des Noirs et des femmes. Donc, parce que pour Khomeini, les Palestiniens étaient déjà une cause qu'il avait endossée depuis 1965. Donc, sur ce plan-là, les seuls qui étaient, à l'époque, je dirais bien à l'époque, crédibles, la Russie était déjà en conflit avec l'Afghanistan. On l'a vu plus tard, parce que l'histoire de l'espionnage et l'expulsion des diplomates, les États-Unis avaient pris la décision, une fois la révolution prise, d'expulser tous les ressortissants iraniens, et c'était plus de 20 000, y compris ceux qui étaient mariés à des Américaines, sans parler du gel des avoirs, sans parler du gel des avoirs iraniens, et surtout de l'interdiction de vente du pétrole iranien. Donc les Iraniens étaient privés de la source la plus importante à l'époque, c'était justement les hydrocarbures, enfin le pétrole. Donc voilà un petit peu la genèse. Donc l'une des genèses, il y en a tellement, donc on peut écrire des livres. Donc aujourd'hui, la question, qu'est-ce qu'il reste à la diplomatie algérienne? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Pas qu'est-ce qu'il reste, parce qu'il faut comprendre qu'avant l'affaire des otages, l'Algérie avait justement réussi en 1975 à concilier les Iraniens et les Irakiens autour de Shatt al-Arab. Donc il y avait cet accord qui a été rompu après par les Irakiens en 1978. Et puis il y a eu, ça s'est transformé plus tard en une guerre entre les deux pays avec incidence, avec une implication américaine et des pays du Golfe. Donc la diplomatie algérienne a déjà fait ses preuves auparavant. Attendez, même sur le plan, c'est-à-dire les mouvements. Vous savez, lorsqu'il y a eu lorsque le FBI a pourchassé les membres de Black Panthers, ils étaient venus en Algérie, donc l'Algérie avait cette réputation. Maintenant, qu'est-ce qui reste de cet épisode? On a un héritage. On a une expérience qu'on a développée plus tard dans l'affaire de Djabiriya, le détournement de l'avion koweïtien en Algérie en 1987, c'est ça. Donc après, il y a eu les accords de 90 entre les Maliens. Donc on a. Vous allez trop vite quand même. On va y venir. Mais moi, je voudrais revenir à une chose d'abord. C'est que cette diplomatie, elle puise sa force de quelque part. Et tout le monde s'accorde à dire que cette diplomatie a vu le jour avant même l'indépendance, puisque il y a eu, voilà. Alors le rôle qu'a joué justement ces diplomates algériens déjà dans les négociations qui ont abouti aux accords d'Évian, déjà cette façon de mener ces négociations a laissé plus d'un bouche bée par rapport à cette donc la question, ce professionnalisme. Donc la question, ce n'est pas ce qui reste, mais d'où puisse-t-elle cette Justement, on va d'abord revenir dans l'histoire sur cette force de la diplomatie algérienne pendant déjà la guerre de la Révolution. Déjà, nous étions dans une situation différente, donc nous étions colonisés. Donc l'expérience qu'on a puisée était celle qu'on puise par nous-mêmes. Donc il n'y a pas un cas d'école auparavant. Le seul cas d'école qu'il y avait, c'était les accords de Yalta et puis le Potsdam, mais c'est tout. Mais des cas d'école pour faire du benchmarking, pour apprendre comment négocier. La seule qui était, c'est vrai que en 1954, les Français ont peur d'Indian Fuse en négociation, donc ils sont partis. Mais une véritable école qui servirait
d'exemple à la diplomatie n'existait pas. Donc les diplomates algériens, les chefs de la révolution, le GPRA, avaient puisé dans ses ressources. Les ressources, c'était d'abord la déclaration du 1er novembre et surtout le fait d'assurer la souveraineté sur tout le territoire. C'est vrai qu'il y avait des détails techniques sur lesquels il fallait aussi discuter, comme les essais nucléaires, le pétrole sur le Sahara, ou bien toutes ces questions-là. Mais l'objectif qu'avait la révolution était unique, donc dont elle ne pouvait en aucun cas se démarquer, c'était l'indépendance. Maintenant, à quel prix? Comment? Donc, c'est vrai que les circonstances ont été dures parce qu'il a fallu, peut-être, Khalfa pourra le confirmer, qui s'intéresse très bien au sujet, c'était plusieurs étapes. Melun, pour arriver à Évian 1 et 2, donc Lucerne auparavant, pour arriver à 1 et 2, donc il a fallu avoir déjà la force politique et surtout à l'intérieur, il fallait aussi que la révolution ne meure pas. C'est vrai que la France a utilisé tous les moyens, y compris De Gaulle. De Gaulle qui est venu, je suis là pour qui a fait le plan de Constantine et qui a parlé du plan des Braves et qui a parlé d'autres choses, qui a fait que je veux négociation. En même temps, durant toute cette période, c'était lui qui a utilisé le plus de répression contre les Algériens. Donc il est monté crescendo pour justement. Et la force que les Algériens ont puisée aussi, attention, nos diplomates ou bien nos politiciens ou nos représentants du FNGPRA, ils l'ont puisé du soutien populaire qui a marqué cette démarche vers l'indépendance, notamment le 11 décembre 68, lorsque les Algériens ont porté les clameurs de Belcourt à l'ONU. Donc nous avions des ingrédients, sans parler du fait qu'il y avait tout un environnement. Justement, quand vous menez des négociations, il y a forcément des détails techniques. Ça, vous parlez du peuple, vous avez le peuple qui a acquis à votre cause, c'est bien. Mais vous avez aussi des détails techniques. Et vous avez en face une équipe de diplomates chevronnés. Qu'est-ce qui a fait que nous avions pu mener justement cette... Il y a une question. Ce qui a fait, c'est d'abord... l'objectif était, comme disait, et c'était ça qui était la chose la plus sacrée, la plus incontestable, l'indépendance. Comment y arriver maintenant? Tous les moyens répondaient à la plateforme nationale. Les moyens, tous les moyens. Les moyens militaires, politiques et diplomatiques. Ce qui est absolument remarquable dans la guerre de libération nationale, c'est qu'elle s'est menée au plus fort de la guerre froide. Au plus fort de la guerre froide, et l'Algérie s'en est sortie indemne. Ni Moscou, ni Washington, ni le Caire, ni rien. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu, malgré toutes les tentatives de l'impliquer dans des combinations qui avaient été montées par le colonialisme. Et il faut toujours rappeler une chose. L'ennemi était redoutable. L'ennemi était une puissance, et une puissance incontestable. Incontestable. Et malgré cela, on a maintenu on avait le respect des Américains, le respect de l'Est. Et bien sûr, beaucoup de pays, il faut dire aussi l'engagement, disons, l'engagement positif de pays comme la Yougoslavie, de pays comme plus tard la Chine, discrètement, très discrètement la Russie, mais d'autres pays comme ça. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait la force de l'essence même de la diplomatie algérienne. Bandung, c'était une étape, c'était le début, c'était pas Bandung, c'était la sympathie. Nous avions attiré la sympathie. Et Belgrade, bien sûr, les Yougoslaves, par la suite, le mouvement des non-alignés, nous avons participé à tout cela. Nous avons participé à la naissance de l'OUA, nous avons participé à la naissance des non-alignés, nous avons participé à la naissance du mouvement des 77 des pays afro-asiatiques aussi. Et tout ça, c'était grâce à cette pondération et cette connaissance des arcanes de la question internationale. Mohamed, justement, vous souscrivez, c'est
un peu ça qui a fait la force de... Vous aviez en face des négociateurs chevronnés, vous aviez des Algériens qui n'ont aucune connaissance de la diplomatie, qui n'ont pas fait de grandes écoles de la diplomatie, mais qui sont venus avec une cause juste, mais qui ont su négocier point par point les accords justement d'Évian. C'est cette force-là justement qu'on retient des accords d'Évian? Oui, tout à fait. D'abord, il y a un héritage d'une diplomatie révolutionnaire, une diplomatie de militants. Donc il y a eu l'accumulation d'expériences. Il y a aussi le poids de l'histoire de l'Algérie qui est très profonde. Donc si on prend par exemple les États-Unis d'Amérique, les relations remontent à 1795 avec le traité d'amitié et de paix entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Donc il y a un héritage d'abord historique. Donc, et puis il y a les années 40 aussi, avec la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc déjà, le mouvement national, les militants du mouvement national, déjà ont été dans cette démarche, c'est-à-dire de tisser des liens pour mobiliser le maximum de soutien à la cause algérienne. Donc il y avait cette approche toujours non alignée, mais aussi de mobilisation de toutes les forces existantes à l'époque pour la cause nationale, pour l'indépendance. Et puis, effectivement, Bandung, il a marqué quand même le début, même, je dirais, de l'un des principes importants de la diplomatie algérienne contemporaine, en l'occurrence le non-alignement et la défense des causes justes, et la défense aussi de l'indépendance des pays, ou bien des causes justes au niveau... que ce soit à l'époque des colonisations, même après, le soutien aux décolonisations. Donc cela veut dire que la diplomatie algérienne est une diplomatie révolutionnaire d'abord, une diplomatie basée sur des principes, le non-alignement, et c'est ça qui a construit un capital symbolique de la diplomatie algérienne, en l'occurrence cette crédibilité dont parlait Kamel. Donc il y a cette crédibilité qui est très importante, une diplomatie crédible, un pays crédible, et il y a aussi cette neutralité. Donc quand on est neutre, on est crédible, on n'a pas pris parti. Donc ça nous donne davantage, c'est-à-dire de points pour constituer comme médiateur. Donc c'est ça ce qui a renforcé le poids de l'Algérie dans la médiation de plusieurs conflits. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu quand même des grands acteurs qui ont fait un travail très important, mais peut-être pas assez médiatisé, mais c'est quelques acteurs qu'on appelait à un certain moment les lobbyistes. Donc surtout aux États-Unis d'Amérique, et le premier ambassadeur de l'Algérie aux États-Unis d'Amérique, Chérif Guidel par exemple, qui était un ami de John Kennedy. Donc il y avait ce travail aussi qui a été tissé même sur le plan, c'est-à-dire d'amitié, tissage d'amitié entre des personnalités. M. Adzega aussi, il faut rappeler aussi que quand l'Algérie a nationalisé par exemple les hydrocarbures en 1971, il y avait ce travail pour mobiliser un peu le carnet d'adresses. Oui, les carnets d'adresses des entreprises américaines pour ne pas, c'est-à-dire pour investir en Algérie. Donc il y a un travail qui c'est-à-dire il y a une accumulation de plusieurs expériences et de plusieurs actions et surtout tourner vers, c'est-à-dire autour d'un principe qui est, c'est-à-dire incontournable, c'est l'indépendance de l'Algérie, sa souveraineté, et continuer toujours de jouer un rôle d'un acteur crédible sur la scène internationale. Alors, après l'indépendance, il y a eu, on a dit ces négociations, après l'indépendance, la diplomatie algérienne a voulu se déployer à l'international. Quels sont les fondements justement idéologiques et historiques de cette diplomatie après l'indépendance? On ne pouvait plus compter que sur la justesse de la cause algérienne, mais il fallait avoir d'autres arguments comme celui du non-alignement au moment où les deux grandes puissances se partageaient le monde, les soviétiques et les États-Unis. La guerre se déroulait pendant la gestation de ce qu'on appelait le tiers-mondisme. La décolonisation et dans la sympathie des mouvements de libération, la généralisation de ce mouvement, de ce vaste mouvement de décolonisation en Afrique très particulièrement. Et puis toute la sympathie de ces pays. L'Algérie devait organiser la première, disons, la deuxième conférence afro-asiatique, c'est-à-dire ce qui devait non pas succéder à Belgrade
mais à Bandung. C'était une conférence afro-asiatique et non de non-alignés. C'est par la suite, 1973, qu'il y a eu la conférence des non-alignés, oui. À Alger. Donc il était nécessaire que ce pays qui avait reçu, qui avait connu la solidarité de pratiquement toute la planète. On se demande, je le dis souvent, le sigle le plus connu pendant cette période, après celui de ONU, c'était FLN. Il était immensément connu. Il y avait des centaines de correspondants de presse ici à Alger. Et on s'étonnait de ce peuple qui sortait. Bon, on ne savait pas parce que il était occulté par la France, l'Empire français. Ouais. Et puis c'était la dernière colonie de cet Empire français qui lui faisait la guerre. Et c'est quand même, qui c'est ce peuple? Et dès 62 d'ailleurs, dès 1962. Il y a eu un intérêt pour l'Algérie qui était considérable. Et on n'a pas perdu de temps, notre diplomatie n'a pas perdu de temps. Immédiatement, elle s'est déployée avec des principes qui étaient nouveaux. C'est soutien, solidarité avec tous les peuples en lutte. Et toutes les causes justes. Toutes les causes justes, ce qu'on considérait comme juste. Oui. C'était donc immédiatement. On a continué sur notre lancée, sur cette lancée qui a été en s'intensifiant, et ça aboutit, imaginez-vous, ça aboutit à 1974 de la conférence présidée par l'Algérie, conférence des Nations Unies, pour un nouvel ordre économique. Et le discours de Boumedienne, le nouvel ordre économique. J'ai vu dernièrement dans un truc, dans une vidéo, quelqu'un qui s'extasiait. 50 ans après, devant le il est toujours d'actualité. Oh oui. C'était toujours d'actualité. Ce discours. Donc c'était cette diplomatie qui a porté ce projet. C'est une diplomatie qui a demandé à ce qu'on revoie les textes, les textes qui fondent la Ligue arabe, qui demandent à revoir les textes qui fondent les Nations Unies. C'est-à-dire que les rapports, les nouveaux rapports de force qui existent, qui existent aujourd'hui et ne sont plus ceux de 1945. Donc c'est cette diplomatie active, participative et offensive qui a continué. Bon, bien entendu, les circonstances, les vicissitudes de l'histoire, comme on disait dans les articles des Moudjahid à l'époque, ont amené à réviser, bien entendu, à changer le fusil d'épaule. Aujourd'hui, c'est totalement différent, ce qui est tout à fait normal, on ne vit pas les mêmes situations. Et c'est cette diplomatie qui a rendu service à bien des pays africains, et combien d'indépendances se sont négociées ici à Alger. Combien de contacts secrets, de contacts plus ou moins qui ont apporté quelque chose par la suite, ont été établis ici à Alger entre différentes puissances. Alors, on va revenir donc à cette affaire des otages. Ça, c'était un rappel historique pour voir d'où puisait la diplomatie algérienne sa force. Le contexte géopolitique de cette prise d'otages. On rappelle qu'à l'époque, il y a eu donc cette ébullition politique en Iran, mais il y avait également, rappelons-le, on était à la veille d'une élection présidentielle aux États-Unis aussi. C'est ce qui fait que peut-être la complexité de la tâche des négociateurs algériens. Non, le plus important, c'est qu'il y a eu cette obstination américaine, rejet de toute négociation. Oui. Au début, il y a eu des sanctions économiques qui n'ont donné rien. Puis il y a eu cette intervention militaire aussi, Eagle Crow, qui était un fiasco aussi. Absolument. Donc les Américains pensaient qu'ils pouvaient régler cette affaire par la force. Par la persuasion, sinon par les pressions, sinon par la force. Donc il y a eu cette opération militaire en avril 80. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu la rupture après des relations diplomatiques entre Téhéran et les États-Unis. Donc les Américains, dans leur arrogance, parce qu'ils pensaient Jimmy Carter a été trompé, enfin a écouté son chef d'état-major,
donc notamment celui qui s'occupait qui était le général-major John Voight, qui était à la tête des forces interarmes américaines, qui lui a proposé qu'il pouvait régler cette affaire par les moyens militaires, en utilisant les bases américaines qui se trouvaient dans la région, notamment le porte-avions Nimitz, qui était proche, au large des côtes saoudiennes. Donc, c'était un petit peu cette réalité-là que les Américains ont dit, voilà, nous allons jouer la carte militaire. Il y a une préparation pendant 3 mois, donc, et ça a été un fiasco. 8 militaires américains tués, des hélicoptères, des Hercules ont tombé sur le désert, le Desert One, à 70 km de Téhéran. C'était vraiment un fiasco et qui a précipité justement la défaite de Jimmy Carter. Donc il y a eu cette obstination américaine à régler le problème par la force. Entre-temps, ce que les Américains, ils ont de la chance, parce qu'ils avaient, au sein de ceux qui les ont approchés, le premier était Mohamed Sadiq Ben Yahya, était un négociateur, et Reda Malek, ambassadeur aux États-Unis, était un excellent négociateur, et qui était apprécié, c'est-à-dire dans le milieu diplomatique, de par son aura, de par son expérience, et être ambassadeur à Washington, ce n'est pas un petit poste, c'est quelque chose de très lourd qui nécessite quelqu'un qui a énormément d'expérience. Et entre-temps, Abdelkarim Gharib, qui était ambassadeur à Téhéran, c'est quelqu'un qui était proche de Khomeini. Il était très actif en France, il l'a aidé au sein de l'Amicale. Oui, absolument. Donc, donc c'est ce qu'il a fait. Donc, nous avions la chance d'avoir des gens, d'un côté, des personnalités qui étaient proches de Téhéran, et notre héritage révolutionnaire, notre impartialité et le fait que l'Algérie avait une aura diplomatique justement pour qu'elle soit cette médiation soit acceptée par les deux. Oui, le fait que nous soyons neutres. Nous avons dit au monde entier que nous étions neutres dans cette histoire. Nous n'avons pas été engagés comme certains vies. Toutes les monarchies, je dis bien toutes les monarchies, étaient favorables au Shah, soutenaient le Shah, étaient contre le nouveau régime. Du Maroc jusqu'au pays du Golfe, ils étaient tous contre, parce qu'il faut rappeler malheureusement que les monarchies se serrent les coudes, c'est comme s'ils étaient un syndicat. Donc nous sommes face à une réalité. Donc la manœuvre algérienne, elle se faisait sur ce registre-là. Et au sein de l'administration américaine, les débats avant l'élection de novembre 80, il y avait un débat qui faisait en sorte, on reprochait l'échec de l'administration Carter. Il était acculé. C'est pour cela qu'il s'est dit, c'est bon, ou je négocie, sinon je perds mes otages. La seule chose que je pourrais faire, il l'a déclaré lui-même, y compris l'un des otages, John Limbert, qui était devenu diplomate ici à Alger, il faisait partie, parce que 5 ans après sa libération, John Limbert était là, il l'a reconnu dans son livre, il a dit que Jimmy Carter il avait la chance d'avoir l'Algérie, parce qu'aucun pays n'était crédible aux yeux surtout des Iraniens. Les Libyens s'étaient mouillés avec les Soviétiques, les Soviétiques étaient vraiment en bisbille avec l'Iran, donc qu'est-ce qui restait? Il restait l'Algérie. Donc dans cette atmosphère et dans cette lutte, les paradigmes de l'époque qui étaient imposés, soit vous êtes avec un camp, soit vous êtes l'autre. Mais les paradigmes à l'époque ont permis à l'Algérie de manœuvrer. Et cette réputation, l'Algérie est devenue, sur le plan médiatique, c'était la capitale du monde. Parce que la puissance mondiale faisait face à un pays. Et la question des otages, la question du citoyen américain est constitutionnalisée aux États-Unis. C'est-à-dire que la Constitution américaine donnait de l'importance à un citoyen. Et les Américains ne pardonnaient pas sur cette histoire. C'est pour cela que recourir à l'Algérie, dans les circonstances qui étaient de l'époque, a été vraiment une bénédiction pour les États-Unis. Une bénédiction pour les États-Unis. Juste un détail pour rebondir sur ce que disait Kamal, c'est il y a eu un petit clin d'œil comme ça des Iraniens que les Américains ont très vite saisi. C'est que Noël devait être célébré. Et Khomeini, en personne, a dit « Je veux que ce soit un ecclésiaste algérien ».
Pourtant, c'était des évangélistes et Monseigneur Duval est chrétien catholique. Mais malgré cela, ils ont exigé que ce soit Monseigneur Duval qui vienne. Et il s'est rendu là-bas et c'est lui qui a célébré pour les otages les fêtes de Noël. Alors, c'était une bénédiction pour les États-Unis, mais c'était un pari risqué aussi pour l'Algérie, Mohamed, parce que l'Algérie, d'abord, n'avait pas d'intérêt direct et immédiat dans ce conflit, et puis elle jouait gros par rapport à sa réputation sur le plan international, si toutefois les négociations échouaient. Oui. Ça obéit à sa doctrine, justement. C'est une doctrine pour l'Algérie d'essayer à tout prix de régler les conflits d'une façon pacifique, quitte à ce qu'on prenne des risques. Oui, en tout cas, c'était une action d'abord humanitaire aussi. Oui. Humanitaire, diplomatique, humanitaire. Donc, et l'Algérie, elle a pesé de son poids diplomatique d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que l'Algérie quand même était pratiquement... il faisait le consensus dans ce qu'on appelait le tiers-monde, le groupe des 77, la Ligue arabe, etc. Donc il avait ce poids, et il avait cette crédibilité, donc, et puis il avait une tradition aussi de ce qu'on appelle un peu la diplomatie de proximité. Donc il faisait de la proximité dans la diplomatie, la médiation, la négociation. Donc tout ça, ça a aidé l'Algérie en quelque sorte, en plus bien entendu de son capital symbolique et diplomatique, de son histoire, etc. Donc je pense que l'Algérie aussi était à l'aise dans ses relations internationales parce que l'Algérie était toujours non alignée. Elle a refusé toujours de s'ingérer dans les affaires internes des pays. Donc elle respecte la souveraineté des pays. Et puis c'est une diplomatie qui est basée principalement sur les principes, une diplomatie principielle, pas sur des intérêts conjoncturels, etc. Donc tout ça a fait que l'Algérie, c'est-à-dire a eu la confiance des deux parties, et en tout cas pas dans ce conflit seulement, mais il y a plusieurs, c'est-à-dire cas à souligner dans lesquels l'Algérie a joué un rôle très important de conciliation, de réconciliation en Afrique, en Asie. Tout ça, donc, je pense, quand on parle aujourd'hui, même, c'est-à-dire des risques de conflits géopolitiques, etc., donc, garder toujours cette boussole de neutralité, de non-alignement, et bien entendu d'un partenariat toujours mutuellement bénéfique, de gagnant-gagnant, c'est ça qui va, en quelque sorte, toujours renforcer la position de l'Algérie. Il y a aussi juste un détail. Dit comme ça, Kamal. Justement, pour venir dans ce sens. Dit comme ça paraît très facile, le principe de la neutralité. C'est pas évident pour un pays fraîchement indépendant d'imposer justement cette neutralité et cette impartialité. Non, parce que tout le monde fera si vous l'adoptez, vous l'adoptez au départ. Il faut la défendre aussi, parce que c'est pas donné. Bien sûr. Oui. Non seulement parce que d'abord la neutralité, nous l'avons prise en tant que principe de notre diplomatie. Et le soutien au mouvement de libération aussi. Vous savez, nous avions d'excellentes relations avec l'Indonésie. Mais lorsqu'il s'agissait de Timor-Leste, nous avons une précision ferme. Nous étions intraitables. Parce que les forces indonésiennes avaient occupé Manu Militari en 1975, le Timor-Leste, après son indépendance, après le départ des forces portugaises. Donc l'Algérie est restée elle a continué à défendre ce principe-là jusqu'à ce que cette question s'est résolue pendant 15 ans. C'est-à-dire que pendant 25 ans plutôt, jusqu'à 2002, on est resté fidèle à ce principe. Là, pour revenir à un détail qui est très important, comment? Parce que lorsque deux parties se négocient, il faut bien un document, il faudrait qu'il y ait un terrain d'entente. L'Algérie avait demandé à ce qu'il y ait une déclaration d'Alger. Elle a été signée le 19 janvier. Parce que les Iraniens demandaient quoi? Demandaient à ce que la levée du gel des avoirs de 12 milliards qui ont été gelés aux États-Unis. Non seulement ça, et elle demandait ce qu'il n'y ait plus d'ingérence dans les affaires iraniennes, c'est-à-dire plus d'opérations militaires comme celles que vous avez fait et de permettre aux Iraniens de vendre leur pétrole en dollars.
C'est pour ça que il y a une quatrième personne qui est intéressante qu'on oublie, c'est Srer Mstfaï, le gouverneur le gouverneur de la Banque d'Algérie, parce que l'équipe volante qui a été créée, se composait de Reda Malek, Mohamed Siddiq Ben Yahya, Abdelkarim Ghraïeb, et Srer, parce que c'est lui qui devait, parce qu'il y avait un conflit sur la quantification des montants. Les Américains disaient qu'il y avait telle somme, les Iraniens disaient une telle autre somme, donc ils sont arrivés à 12 milliards de dollars, et combien devrait... Finalement, 2 milliards de dollars ont été débloqués jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, les avoirs sont toujours bloqués, depuis la loi aussi, de la loi d'Amato Kennedy en 1996. Donc nous sommes face à un apprentissage de nous n'avons pas fait, il faut comprendre une chose, nous n'avons pas entamé une mission de bons offices, c'était une véritable médiation. Tout à fait. Donc, pour qu'il y ait la médiation, la nature d'une médiation, c'est qu'il y ait un document signé. Les Américains ont toujours rejeté, ils ont toujours gagné du temps pour pouvoir ne pas signer. Finalement, ils l'ont signé à Alger. Les otages sont arrivés le 21. Ouais. Alors, on me dit très rapidement, monsieur Amazit, ce qu'on me dit, c'est bientôt la fin de l'émission. Vous étiez présent, vous avez vécu cette libération d'otages qui est intervenue le 20 janvier, c'est-à-dire le jour même de l'investiture de Ronald Reagan. Ironie du sort, on assiste aujourd'hui à l'arrivée de Donald Trump le jour même de cette libération. Comment vous l'avez vécu? C'est une délivrance, même à l'échelle planétaire, puisque c'était une affaire qui avait vraiment... C'était une affaire qui a tenu le monde en haleine. Qui a empoisonné incontestablement les relations internationales. Les otages étant américains, donc vous imaginez bien que l'Amérique conditionnait toute relation, toute action, tout autre machin à la solution de cette crise. Mais je voulais simplement dire c'est que un an avant cette prise d'otage, un an avant le règlement de l'otage, l'Algérie était déjà dans les tuyaux des deux parties. D'accord. Srer Mostfaï était au mois d'avril 1980. Au mois d'avril 80, la libération c'était 81. 81 janvier. 81, 20 janvier 80. Dans 80, j'étais là-bas, je l'ai rencontré à l'ambassade à l'époque, en pleine négociation avec le ministère des Finances iranien. Il était déjà. Donc, les pourparlers, ça s'est échafaudé, ça a été construit. Ce n'est pas une médiation, une simple médiation. C'est une médiation en ce sens. C'est beaucoup plus. Ça a été avec un mécanisme. Il a fallu mettre d'accord les deux parties. C'est ça, deux parties qui étaient aussi techniques. Et si Khomeini a choisi la date du 20 janvier, c'est parce que il y avait comme une question qu'il en avait fait une affaire personnelle entre lui et Carter, et Jimmy Carter. Il en a fait, et c'est la raison pour laquelle il a choisi le 20 janvier jour de l'investiture de Ronald Reagan. Alors, un dernier mot, Mohamed. La diplomatie algérienne, je pense qu'elle est reconnue actuellement comme une diplomatie de paix d'abord, de médiation. Et l'histoire de l'Algérie aussi, il joue un rôle très important. Ce capital symbolique de la mémoire collective de l'histoire, ça joue un rôle très important. Et cette reconnaissance, par exemple, les États-Unis d'Amérique, il a une ville qu'elle a dédiée à Amir Abdelkader. Tout ça, c'est-à-dire tout ce capital historique, il est mobilisable réellement dans les relations diplomatiques et dans les relations d'amitié. Il y a une autre chose aussi qui est très importante, qui marque un peu la crédibilité, qui est le sous-jacent de la crédibilité de la diplomatie algérienne, c'est l'indépendance de la décision politique algérienne. Donc ça donne toujours de la crédibilité à notre diplomatie, à notre parole, et aussi l'Algérie respecte le droit international. Ça aussi, c'est très important, ce qui fait cette crédibilité. Je pense que ce sujet-là mérite plusieurs émissions. Vraiment, Monsieur Amazit, je pense que vous serez
une autre fois pour reparler de ce sujet, aller On va plus en lire l'année profondeur. prochaine sur cette expérience. Oui, justement, puisque vous l'avez vécu de très près. Donc, je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour discuter de ce sujet. Je rappelle que vous étiez avec nous, monsieur Boukhalifa Amazit. Vous êtes journaliste et scénariste. Nous avions avec nous aussi Kamel Mansari, directeur de publication au Jeune Indépendant et consultant de la télévision algérienne. Et nous avions également avec nous Mohamed Achir, notre consultant. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis.